Je ne sais même pas par où commencer, car toute cette histoire dans ma tête ressemble encore aux divagations d'un fou. Mais je vais essayer de tout expliquer dans l'ordre. J'étais un graphiste ordinaire, travaillant pour une agence assez célèbre à New York. Rien de spécial, juste des logos, des livres de marque, des publicités. La vie se déroulait sans encombre et, pour être honnête, j'étais satisfait de tout. Mais un jour, mon patron m'a convoqué à une réunion avec un client étrange, censé représenter un groupe de personnes très influentes. Je n'ai rien soupçonné sur le moment. On ne sait jamais quel genre de client il y a. Il s'appelait Thomas Flinch, un petit homme d'environ 45 ans, portant un costume qui coûtait peut-être plus cher que ma voiture. Il m'a donné l'impression d'un homme au regard très froid, même s'il était poli. Il m'a regardé comme s'il savait déjà que j'allais accepter tout ce qu'il me proposait. On m'a montré des documents signés par un tas de personnes obscures dont je n'avais jamais entendu parler. Il y était question de nouveaux billets de banque, d'une refonte des symboles et du fait que j'avais été choisi comme principal exécuteur testamentaire. J'étais considéré comme l'homme le plus chanceux du monde. Quel honneur d'être impliqué dans un tel projet. Personne ne m'a expliqué quoi que ce soit en détail, mais on m'a dit qu'il y aurait des honoraires considérables et une confidentialité maximale. J'ai hoché la tête, ne croyant pas vraiment que c'était réel. Je n'ai jamais été du genre craintif, mais le sentiment que quelque chose d'étrange se passait autour de moi m'est apparu dès ce moment-là, le premier soir après la réunion. Je suis rentré chez moi, fatigué, mais pour une raison que j'ignore, je n'arrivais pas à m'endormir. Mon esprit tournait avec des bribes de conversation, des fragments de symboles, inconnus, bien que personne ne me les ait montrés. Vous savez, j'ai l'impression que tout est calme autour de moi, mais dans mes oreilles, il y a un petit grincement, comme après des sons trop forts. C'est ce grincement qui me hantait. J'avais l'impression d'avoir ouvert une porte derrière laquelle se cachait une puissance ancienne qui attendait que je la libère. Mais je me disais que j'étais simplement très fatigué. Le lendemain, j'ai été convoqué à une présentation secrète. C'était dans un club privé de Manhattan, où les portiers portèrent de nombreux documents et où tous les participants en costume devaient là m'écouter une fortune. On m'a fait entrer dans une pièce séparée qui ressemblait à une petite salle d'opéra. Un podium, des fauteuils rembourrés, des tableaux et des statues tout autour que je n'avais jamais vues dans aucun musée de ma vie. Il y avait là quelques personnes importantes. Monsieur Flinch, 2 femmes aux cheveux courts et à l'allure « manger ou mourir » et un certain Williams à l'accent européen. Ils m'ont informé que le projet consistait à créer des éléments visuels cachés pour une nouvelle monnaie américaine. Ils m'ont dit « C'est un nouveau niveau de lutte contre la contrefaçon. Nous avons engagé les meilleurs designers du monde. Vous ferez partie de l'histoire. » L'ensemble du discours semblait excessivement pathétique, mais la phrase qui m'a le plus marqué est la suivante. « Vous devrez intégrer certains symboles dans l'apparence du billet d'$1 afin d'influencer la perception des gens. Il s'agit d'une psychologie subtile, d'une sorte de suggestion, rien de plus. Ils l'ont dit d'une manière décontractée, comme si cela avait toujours été la coutume. Je n'en pouvais plus, et j'ai demandé à quoi cela servait. En réponse, j'ai entendu de vagues explications selon lesquelles l'homme a partout besoin d'un indice pour prendre les bonnes décisions, que l'argent est le langage que le monde parle depuis des centaines d'années, et que le bon dessin peut changer le destin des nations. Ce qui était le plus effrayant, c'était la confiance sincère avec laquelle ces personnes disaient tout. C'était comme s'ils croyaient vraiment qu'ils faisaient du bien à l'humanité. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient de moi, un homme ordinaire avec un bon portfolio. Mais mon instinct me disait « Ne pose pas trop de questions, ils ont le pouvoir et l'argent. Ils peuvent aussi bien t'élever que te détruire. » Au début,
Tout s'est passé comme si c'était automatique. J'ai apporté des croquis, j'ai montré l'évolution de la conception. Ils m'ont indiqué où renforcer les détails et où enlever ou ajouter des signes secrets. Personne n'a jamais prononcé le mot « Illuminati » à voix haute, mais j'ai vu leur logo, ce fameux œil dans la pyramide, littéralement partout, sur leurs documents, leurs bagues, leurs broches de revers. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un jeu, mais rapidement, l'un des membres de l'équipe, Jean-Paul, il venait de France mais parlait parfaitement l'anglais, m'a dit ouvertement « Vous savez qui nous sommes, ne t'avise pas de rompre le contrat. Si tu le fais bien, tu auras la gloire et l'argent. Sinon, je ne voudrais pas être à votre place. » Ses yeux brûlants d'une lueur malsaine et je sentis un frisson me parcourir l'échine. J'ai essayé de dessiner honnêtement, en suivant les instructions, mais c'était le chaos à l'intérieur. J'avais l'impression de trahir tout le monde, y compris moi-même, parce que ces symboles, selon les clients, affectent vraiment la conscience. Mais personne ne m'avait dit ce qu'ils faisaient exactement, comment ils modifiaient le cerveau. Je suis allé sur Internet, à la recherche d'informations sur les sociétés secrètes, et je suis parfois tombé sur des articles délirants sur les Illuminati, où tout ressemblait à une théorie du complot sans preuve. Mais je me suis rendu compte que ces gens n'étaient pas du tout un conte de fées. Un soir, alors que je redessinais pour la 10e fois le même motif dans l'espace étroit entre le numéro et le portrait du président, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix inconnue disait qu'il avait vu mes dessins et demandait à me rencontrer en privé. Je n'avais jamais été impliqué dans une telle chose, mais soudain, quelque chose en moi m'a dit que je devais accepter. On m'a donné l'adresse d'un café à Brooklyn et je m'y suis rendu de nuit pour que personne ne puisse me retrouver. J'ai vu une jeune femme d'une 30aine d'années qui s'appelait Emilia. Elle m'a dit qu'elle travaillait pour un groupe de réflexion qui recueillait des données sur les activités de ceux dont le nom ne doit pas être prononcé. Elle a fait allusion aux Illuminati et m'a dit qu'ils étaient mais plus puissants que je ne pouvais l'imaginer. Que ce groupe secret dirige essentiellement le monde par le biais de la finance, de la diffusion d'informations et de génération d'hommes politiques élevés par eux. Et que mon travail est un lien important parce que le dollar, en tant que monnaie principale, influence l'esprit de millions de personnes. Ils ne veulent pas seulement votre signature ou des motifs uniques, a déclaré Emilia. Ils veulent tisser l'assujettissement dans le tissu même de la société. Je l'ai écouté et je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Mais la logique m'a dit qu'elle n'était pas folle. Je pouvais voir par moi-même ce qui se passait. Elle m'a proposé son aide. Si vous obtenez des preuves, nous essaierons d'en parler au monde entier. Nous avons des journalistes en Europe, aux États-Unis et même dans d'autres pays qui sont prêts à faire exploser l'information. Mais je me suis rendu compte que je n'avais aucune garantie que je ne serais pas détruite avant même d'avoir montré quoi que ce soit à qui que ce soit. Ma vie était en jeu. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai pensé que j'étais dans un mauvais livre où le héros trouve accidentellement la clé d'une conspiration mondiale. Mais il n'y avait pas de livre, c'était ma réalité. Et je suivais les gens qui avaient le pouvoir sur tout, sur les politiciens, sur les tribunaux, sur les banques. J'ai senti qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Depuis, mon travail a franchi une nouvelle étape. J'ai été forcé de signer des documents de non-divulgation supplémentaires, menacés de conséquences si quoi que ce soit était révélé. Chaque fois que j'entrais dans notre bureau, j'étais accueilli par les regards de collègues qui n'avaient rien appris, mais qui sentaient que quelque chose d'étrange m'arrivait. Je me suis surpris à penser que j'étais en train de devenir différent. La nuit, je commençais à mal dormir, je faisais des cauchemars, comme si je me noyais dans un océan de notes en papier et que quelqu'un écrivait des symboles incompréhensibles avec du sang sur les bords des feuilles.
Je me suis réveillée terrifiée, pensant devenir folle. Mais je me suis levée, j'ai bu du café et je suis allée travailler. J'avais peur d'être déjà sur écoute, surveillée par des caméras. C'était peut-être le cas. Lors d'une autre présentation à des clients, j'ai remarqué un nouveau détail. L'un d'eux, un certain Richard, m'a dit que je devais maintenant ajouter une spirale presque invisible au centre du billet. Cette spirale ferait partie du dessin et ne pourrait pas être reproduite par un faussaire. Mais je savais que cela n'avait rien à voir avec la contrefaçon. Je me suis demandé pourquoi ils avaient besoin de la spirale. J'ai contacté Émilie et lui ai décrit l'élément. Elle m'a envoyé de nombreux documents sur le symbolisme des spirales dans les anciens cultes et rituels associés à la suggestion et à la subjugation. Cela m'a fait très peur. Il semblait que chaque signe que j'ajoutais faisait partie d'un système plus vaste de contrôle de l'esprit. Je devenais lentement fou en réalisant que j'étais une arme entre les mains de quelqu'un d'autre, aidant à emprisonner des gens dans une prison invisible. Un jour, alors que tout le monde était parti et que j'étais assise dans le bureau vide en train de terminer un autre ornement, notre directeur général, M. Thompson, est entré dans la pièce. Il était habituellement poli, mais cette fois-ci, son visage était plus sombre qu'un nuage. Il m'a dit « Monsieur Flinch n'est pas d'accord. Monsieur Flinch n'est pas satisfait de votre vitesse. Vous êtes trop lent. Tu ferais mieux de te dépêcher, sinon il va penser que tu es un problème. » Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une menace directe. Personne ne mâcherait ses mots avec moi. L'argent et le pouvoir sont tout pour ces gens, et ma vie n'est rien pour eux. Les jours suivants, j'ai travaillé comme un homme possédé. Mais le soir, en rentrant chez moi, j'étais tourmenté par les mêmes pensées. Et si j'étais vraiment en train d'enclencher un mécanisme qui affectera des milliards de personnes? Peut-être que je n'ai pas le choix, mais chaque geste que je fais est en fait un petit pas vers l'accession de cette élite à un pouvoir encore plus grand. Je me suis souvenu des paroles d'Emilia. « Il faut que tu aies des preuves. Vos paroles ne suffiront pas. Il nous faut des dossiers, des plans, des signatures. » Mais à chacune de nos conversations, j'étais obligé d'agir comme un espion, de peur d'être démasqué. Je n'étais pas un héros, juste un homme mêlé à un jeu bien plus grand que lui. Bientôt, j'ai été convoqué à une autre réunion, à huis clos, déjà quelque part dans la région de Washington, D.C. Je suis arrivé par avion et j'ai été accueilli par une voiture noire, sans numéro, sans nom. Tout était aussi anonyme que possible. Ils m'ont conduit en silence, avec des arbres tout autour. Je maudissais déjà le moment où j'avais donné mon accord. Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Soit je termine ce projet, soit je serai enlevé. C'est la logique. Nous sommes arrivés dans un immense manoir, luxueux à l'intérieur, mais quelque peu inquiétant. D'immenses portraits sur les murs, sur chaque portrait, des personnes en costumes anciens, avec le même symbole dont j'ai déjà fait des cauchemars. Un œil omniscient, encadré d'ornements délicats, presque comme le sceau officiel, mais en beaucoup plus détaillé et effrayant. J'ai aussi vu d'autres créateurs. Plus précisément, j'ai remarqué de loin un homme que je pensais avoir vu à une exposition. Nous étions plusieurs, chacun travaillant sur une partie différente de la note, sans connaître les contributions des autres. Nous avons eu droit à tout un briefing, si l'on peut dire. À une longue table étaient assis des gens de différents pays. J'ai reconnu l'accent allemand de l'un, le parler italien d'un autre. Ils parlaient presque tous couramment l'anglais, et certains d'entre eux inséraient des phrases en latin qui me donnaient des frissons. Tout ce qui se passait me rappelait une scène d'un film étrange où les personnes les plus puissantes du monde décident de l'avenir des simples mortels. Et ils parlaient d'honte, d'argent, mais pas comme les financiers. Ils parlaient d'une sorte de pouvoir spirituel qui ferait désormais partie de chaque billet. Les gens ne réalisent pas à quel point l'argent affecte leur vie.
a déclaré l'un d'eux, et tout ce que nous faisons, c'est exploiter leur énergie. Ils semblaient de savourer leur pouvoir, l'absorbant par la vue et la parole. À la fin de la réunion, on nous a remis des tableaux d'exigence, où placer le nouvel emblème, comment inscrire les caractères spéciaux, quel code de couleur utiliser. Je n'aurais pas compris un tiers de tout cela si je n'avais pas travaillé comme designer pendant tant d'années. Entre les lignes de toutes ces données, j'ai lu un plan effrayant. Nous mettre tous sur le bon programme. Personne ne sait comment cela fonctionnera dans la pratique, mais je ne me faisais pas d'illusions. Je me suis assis dans la chambre d'hôtel qui m'avait été attribuée, j'ai regardé par la fenêtre la forêt dense, et j'ai pensé que c'était peut-être mon dernier jour de liberté. Tout cela était trop grave, trop dangereux. Où courir? Que dire? Personne ne me croirait si je disais simplement « Hé, il y a ce groupe secret. Ils me font dessiner des symboles pour contrôler l'esprit des gens. » Ils penseraient que je ne suis qu'un autre paranoïaque de la chaîne de la théorie du complot. Et pourtant, je ne pouvais pas fermer les yeux. J'ai écrit à Emilia un courriel crypté pour lui expliquer ce qui se passait. Elle m'a répondu presque immédiatement, comme si elle avait attendu mon message devant son ordinateur. Elle m'a dit que je devais rassembler autant de fichiers électroniques, de captures d'écran et de documents que possible, car les mots ne convaincraient par personne. Le problème, c'est que tous les documents étaient déstockés sur les serveurs internes du client. L'accès était strictement limité. Chaque concepteur avait son propre travail, et c'est tout. Mais lors de cette réunion, j'ai reçu des instructions beaucoup plus complètes, et j'ai enfin pu mettre la main sur un seul projet. J'ai commencé à prendre des photos cachées, en profitant des moments où personne ne regardait. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur d'être pris à tout moment. Mes mains tremblaient, mais j'essayais de rester calme. J'ai réussi à sauvegarder quelques feuilles de croquis sur mon téléphone. Puis, j'ai réussi à transférer certains fichiers sur une clé USB. J'ai été sauvé par le fait que les gardes ne s'attendaient pas à ce que je fasse quelque chose comme ça. Mais je savais que si j'étais démasqué, il serait trop tard pour demander grâce. Le même soir, il y a eu un dîner, une sorte d'initiation pour les personnes impliquées dans le projet. Tout le monde était assis à une longue table, buvant du vin cher, riant, discutant des événements mondiaux, et je me sentais comme un agneau au milieu des loups. On me regardait avec bienveillance, mais j'avais l'impression que tout le monde essayait de lire dans mes pensées. Le plus étrange, c'est que beaucoup d'entre eux admettaient, sans embâge, « Nous travaillons à rendre le monde meilleur, parce que si nous le laissons aller, l'humanité se détruira elle-même. Nous les aidons simplement à prendre le bon chemin. » Leur assurance était encore plus effrayante que s'ils venaient d'avouer avec jubilation qu'ils avaient soif de pouvoir. Immédiatement après le dîner, j'ai quitté le manoir sous prétexte d'une forte migraine, en invoquant la fatigue. On m'a laissé partir parce que j'avais déjà fait le nécessaire pour mon travail. Presque personne ne se doutait que j'avais maintenant sur mon téléphone et ma clé USB quelque chose qui pouvait faire la lumière sur tout ce cauchemar. Lorsque je suis rentré en ville, j'étais terrorisé. J'ai pris quelques taxis pour que personne ne puisse retracer mon itinéraire. J'ai fini par me rendre dans un petit appartement qu'Emilia louait sous un faux nom. Elle y retrouvait ses amis journalistes. Ils ont immédiatement commencé à examiner tous les fichiers, à les analyser, à les décrypter. Et plus ils creusaient, plus je voyais à quel point c'était sérieux. Ces documents mentionnaient clairement un programme à long terme d'optimisation de l'humanité, qui incluait également d'autres projets globaux, contrôle des flux d'informations, puces électroniques, vaccination, pas celles que tout le monde connaît, mais des brevets inconnus. Tout se résume au fait que les membres de cette organisation se considèrent comme les sauveurs du monde et que tous les autres sont superficiels et ont besoin d'une main ferme. Je n'ai pu que m'asseoir et me mordre la lèvre en regardant Emilia et ses amis discuter avec enthousiasme des plans pour les dénoncer. Elles étaient
convaincu qu'une fois ces informations révélées, ce serait un scandale mondial. Mais je restais inquiète. Les Illuminati, ou quel que soit le nom qu'ils se donnaient, avaient trop de pouvoir pour laisser cette affaire devenir publique. J'ai essayé d'imaginer ce qui se passerait si les journaux sortaient écartés de main avec les titres « Le dollar, un outil d'hypnose ». Les gens n'y verraient probablement qu'une nouvelle sensation jaune, et ceux qui se sentent concernés pourraient bientôt se retrouver dans des circonstances telles qu'il deviendrait impossible de poursuivre l'enquête. Le lendemain, je suis allé travailler en essayant de faire comme si tout allait tant bien. Mais j'ai remarqué que j'étais suivi. Un homme que je n'ai pas reconnu est apparu dans mon bureau, prétendant être un consultant technique pour un client. En fait, il contrôlait mon ordinateur, vérifiait ma correspondance, mes installations de logiciels. Je me suis rendu compte qu'il commençait à se douter de quelque chose d'anormal. Mon salut, c'est que j'avais déjà réussi à transmettre les preuves, mais je suis resté sur leur territoire, conscient qu'à tout moment, je pouvais être piégé ou simplement éliminé. Dans la soirée, M. Thompson s'est approché de moi. Il semblait nerveux. Il m'a dit « Nous terminons un projet, mais M. Flinch veut vous rencontrer en personne. Vous devez vous rendre au bureau principal. » Je savais que c'était un piège, mais il n'y avait pas moyen de refuser. Il se rendrait alors compte que j'étais lié à l'ennemi. Avec le misérable espoir que tout irait bien, j'ai accepté. On m'a emmené dans un immense bâtiment, où tout ressemblait à des bureaux gouvernementaux, mais sans signe distinctif. À l'intérieur, il y avait des couloirs propres, des gardes, des tourniquets électroniques. Je me suis retrouvé dans un bureau spacieux, où M. Flinch lui-même se tenait à la fenêtre. Il était calme, poli, mais il me semblait que sous son masque amical se cachait la mort. Il a commencé à me dire qu'il était heureux que j'ai réussi, que j'étais un concepteur talentueux et que le dollar allait devenir l'instrument de harmonie le plus important au monde. Il parlait avec une telle conviction que je protestais intérieurement. Et soudain, il s'est arrêté de parler, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous vous rendez compte que nous n'avons pas d'argent. Vous vous rendez compte que nous n'avons aucune marge d'erreur. Et s'il y a une fuite ou si vous voulez partager notre secret, les conséquences seront terribles, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont liés à vous. » J'ai senti tout mon être se crisper. À ce moment-là, j'ai compris qu'il savait, ou du moins qu'il soupçonnait, mes liens avec des personnes comme Emilia. J'ai été submergé par la peur. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, que l'air s'était épaissi. J'ai hoché la tête, incapable de trouver la force de dire un mot. Flinch a souri et a fait un signe de la main, comme pour me laisser partir. Mais je savais que ce n'était pas la liberté. C'était un avertissement. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à jouer le rôle d'humble exécutant. Mais au fond de moi, j'avais déjà décidé que j'irais jusqu'au bout, maintenant que j'étais dans le coup. Avec l'aide d'Emilia et de ses contacts, nous avons préparé des documents détaillés, écrit des lettres anonymes à plusieurs comités éditoriaux et blogueurs en Amérique et en Europe. Le plus difficile a été de leur transmettre les dossiers sans que personne ne nous découvre. Nous avons dû utiliser des canaux cryptés, des codes, tout un réseau de faux comptes. J'avais l'impression d'être le héros d'un thriller d'espionnage, alors que je n'étais qu'un designer un jour curieux. Pendant ce temps, le processus d'impression commençait déjà. Des millions de billets portant ces symboles allaient être mis en circulation. J'ai regardé les échantillons finaux et j'ai remarqué à quel point les détails que nous avions créés sous la direction des Illuminati étaient habilement dissimulés. On aurait dit un billet ordinaire, mais il y avait de nombreux signes microscopiques, des lignes, des motifs qui, si on les regardait de près, formaient une spirale d'hypnose, un œil qui surveillait tout le monde, et même des phrases en latin que l'on pouvait à peine voir sans une loupe. J'étais tourmenté par l'idée que bientôt, le monde entier tiendrait ces feuilles magiques dans ses mains,
sans se rendre compte de l'énergie qu'elle pouvait véhiculer. J'exagérais peut-être, mais après tout ce que j'avais vu, je ne pouvais pas rester serein. Lorsque les premiers documents sont parvenus aux journalistes, je m'attendais à une explosion de nouvelles. Mais il n'en a rien été. Soit les documents n'étaient pas pris au sérieux, soit les rédactions subissaient la pression de quelqu'un d'autre. Il semble que le mur de la méfiance ait été trop fort. Les gens étaient fatigués des théories de la conspiration et toute information sur les Illuminati était considérée comme du sensationnalisme bon marché pour les amateurs de chapeaux d'aluminium. Mais nous n'avons pas abandonné. Nous avons essayé différents canaux, des grandes publications en ligne aux blogs et communautés indépendants. Quelque part, nous avons publié nos données, mais au bout de quelques jours, les articles ont disparu et les blogueurs ont prétendu que nous ne savons rien. Ils ont simplement supprimé les anciens documents. Il était évident qu'ils étaient menacés et qu'ils préféraient se retirer pour ne pas risquer leur vie. Un soir, j'ai reçu un appel d'Emilia. Elle m'a dit que des gens s'étaient introduits dans son appartement alors qu'elle était au travail. Ils ont tout mis Tom Sens dessus-dessous, mais ils n'ont rien pris. C'était un avertissement. Elle ne sait pas quoi faire, mais elle est déterminée. Nous devons chercher des solutions, dit-elle. Sinon, nous n'accepterons qu'une situation où une poignée de riches décide de notre mode de vie et de nos pensées. Je n'avais pas de mots pour la rassurer. D'un côté, j'avais envie de me battre moi aussi, mais de l'autre, j'avais terriblement peur pour ma vie. Ces gens-là ne plaisantaient-ils pas? Un coup de fil et ils me retrouvaient dans un fossé, et les journaux disaient que j'étais morte d'une overdose. L'organisation des Illuminati n'est pas seulement un groupe de fanatiques, c'est un système ancré dans les banques, les entreprises, les structures de pouvoir. J'ai compris que la meilleure tactique était peut-être de faire profil bas et d'attendre le moment de frapper plus fort. Mais notre cercle de journalistes et d'activistes était trop petit et trop obscur. Nous n'avions pas les grands noms ni les grandes tribunes pour convaincre le monde. Pourtant, nous avons décidé de continuer. Nous avons envoyé des documents, écrits à des personnes qui avaient au moins une certaine réputation en tant qu'experts indépendants. Parfois, ils nous ont soutenus, mais ensuite, ils sont entrés dans l'ombre, apparemment confrontés à une menace réelle. Lorsque j'ai vu que le projet de refonte touchait à sa fin, j'ai eu le sentiment d'être confronté à un choix définitif, soit fuir le pays et essayer d'atteindre les gens à partir de là, soit accepter de n'être qu'un rouage dans cette énorme machine. Mais je ne voulais pas fuir, j'étais rongé par la culpabilité de faire partie de la conspiration. Après tout, c'est moi qui avais dessiné ces satanés schémas. J'ai été sauvé par hasard. Parmi ceux qui nous ont aidés, il y avait un avocat que je connaissais, Jonathan Blake. Il travaillait pour de grandes entreprises, mais il a fini par les quitter, désillusionné par le système. Il nous a dit qu'un haut fonctionnaire européen se rendrait bientôt aux États-Unis. Selon les rumeurs, cet homme n'aimait pas les sociétés fermées et avait contribué à dénoncer la corruption dans plusieurs pays. Nous avons décidé qu'il s'agissait d'une chance. Si on lui fournissait suffisamment de preuves, il prendrait peut-être le risque d'être rendu public. Son statut le protégerait et attirerait l'attention des grands médias. Mais il y avait un problème. Comment lui transmettre les documents et le convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un faux? Pendant tous ces jours, j'ai vécu sur des charbons ardents. Au travail, à la fin du projet, ils ne me touchaient presque plus, car ils se rendaient même compte qu'ils avaient déjà tiré tout ce qu'ils pouvaient comme de moi. Mais je sentais que les yeux étaient rivés sur moi. Ils m'ont laissé entendre à plusieurs reprises que je devrais peut-être prendre des vacances à l'étranger, me reposer, lorsque tout serait terminé. J'ai deviné que c'était leur façon de vouloir que je quitte le pays et que je n'ai pas l'occasion de parler à la presse. Ou, pire encore, ils avaient peut-être prévu de me
sortir après mon départ, afin de ne pas laisser de témoins inutiles. Quelques jours avant l'arrivée du fonctionnaire européen, j'ai contacté Emilia et Jonathan. Nous avons organisé un transfert secret du dossier par le biais d'un intermédiaire qui travaillait au service du protocole du fonctionnaire. On lui a promis l'anonymat et une bonne somme d'argent. J'ai accepté de bon cœur parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Tout aurait pu déraper à cause d'un seul faux pas. Mais nous avons pris le risque. Le jour X est arrivé. J'étais assis à la maison, attendant l'appel. La télévision diffusait des informations sur la visite de ce fonctionnaire. Il était arrivé à Washington dans la matinée pour une rencontre et une discussion sur des questions politiques. Vers le soir, j'ai appris que son service de presse avait annoncé une conférence de presse à huis clos. Des rumeurs circulaient bonnement sur Internet, selon lesquelles il allait révéler quelque chose d'important. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Serait-ce vraiment le cas? Mais quelques heures plus tard, j'ai appris la nouvelle. La conférence de presse avait été annulée pour des raisons inconnues. Le fonctionnaire se serait senti mal et serait allé à l'hôpital. Les nouvelles disaient qu'il avait eu une crise cardiaque. J'ai éteint la télévision, désespéré. C'était trop familier. Dès que quelqu'un s'approchait de la vérité, il avait un accident et le silence s'ensuivait. J'étais prêt à exploser d'impuissance. Mais 2 jours plus tard, un article est apparu sur Internet, sur un portail européen peu connu, mais sérieux. Il y avait des documents que nous avions remis, des schémas, des dates et même des fragments de correspondance avec mes croquis. L'article était rédigé avec prudence. L'auteur ne citait pas de nom spécifique, mais indiquait clairement que l'argent et les symboles secrets sont un moyen d'influencer la conscience des masses. Cette information a été reprise par plusieurs grands blogs et une tempête a éclaté dans les commentaires. Certains ont crié à la provocation, d'autres ont affirmé que c'était vrai et que le monde était depuis longtemps sous l'emprise de sociétés secrètes. De temps à autre, des sites web sont tombés en panne à cause de la surcharge. Mais surtout, les gens ont commencé à dire que ces pommes symboles sur les dollars n'étaient peut-être pas une simple tendance, mais qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. C'est alors que la puissante machine à réfuter s'est mise en marche. Les principaux médias ont commencé à ridiculiser l'article, affirmant que les auteurs étaient des conspirateurs fous. Des fonctionnaires du Trésor ont publié des déclarations officielles affirmant que de tels projets visant à influencer l'esprit des gens n'existent pas. Ce n'est que de la fiction. Je me suis rendu compte que cette réaction était attendue. Mais l'étincelle avait déjà été lancée. Ceux qui voulaient se creuser davantage ont commencé à le faire. Bientôt, une célèbre organisation de défense des droits de l'homme a demandé une enquête sur l'utilisation de symboles secrets. Cette demande a été refusée, bien entendu. Mais le bruit ne s'est pas tari, sur les réseaux sociaux, sur les forums, dans les médias alternatifs. Les Illuminati n'ont peut-être pas eu peur de ce bruit, car leur pouvoir est énorme. Mais c'était au moins une fissure dans le monolithe. Les gens ont commencé à poser des questions, à regarder le dollar avec méfiance, à chercher des messages dans les modèles. Mais il était trop tôt pour se réjouir. Je devais disparaître. J'ai quitté mon travail, je suis parti discrètement. J'ai dit que j'allais aller en Europe pour quelques 2 mois. J'ai simplement envoyé des messages à mes amis pour leur dire que je partais pour des raisons personnelles. Mais en réalité, je m'installais dans un autre état sous un faux nom. Emilia a fait de même. Son appartement a finalement été saccagé par des assaillants inconnus. Nous avons toutes les deux réalisé que nos vies ne valaient rien aux yeux des personnes impliquées. Pourtant, je me dis parfois que nous avons peut-être fait quelque chose d'important pour l'humanité. Parce que cette histoire ne cesse d'apparaître dans différents endroits, de s'estomper et de disparaître. Avec l'apparition de chaque nouveau billet d'1 $,
les personnes qui croient à la conspiration des Illuminati commencent à scanner ces billets, à chercher des signes cachés, à faire des chaînes. Bien sûr, beaucoup d'entre eux se trompent ou font fausse route, mais on se pose tout de même des questions. Au moins, le monde sait maintenant qu'une telle chose peut exister, et quelqu'un, j'en suis sûr, poursuivra notre travail et en découvrira davantage que nous n'avons pu le faire. Je sursaute encore à chaque sonnerie et à chaque bruit devant ma porte. Je vis, pour ainsi dire, dans une semi-légalité. Je me débrouille avec des commandes en freelance, je ne conçois plus de grands projets, j'ai peur de me mettre en avant. Mais je ne regrette pas d'avoir pris le risque. Peut-être que ces gens en costume et aux yeux froids m'observent encore, et qu'à un moment donné, ils peuvent frapper. Mais il n'y a pas d'autre solution. J'ai participé à cette folie, et en même temps, j'ai compris que ma conscience est plus importante que le confort et l'argent. J'espère qu'un jour, il sera possible de leur demander des comptes, ou au moins de couper leurs canaux d'influence. Parfois, je fais des cauchemars dans lesquels je m'assois à nouveau devant l'écran pour dessiner ces motifs sinistres, et dans mon dos se tient un personnage au visage fermé, qui guide ma main, me dicte où mettre un point supplémentaire, comment courber la ligne pour qu'elle hypnotise l'œil. Les nuits comme celle-ci, je me réveille avec des sueurs froides, je fixe le plafond et j'essaie de trouver le courage d'aller de l'avant. Personne ne peut me rendre ma vie paisible d'avant. Mais au moins, je sais que je ne suis pas un simple pion. Même si je n'ai pas pu détruire complètement le monolithe de la conspiration, j'ai au moins laissé une égratignure à sa surface. Parfois, des inconnus que je n'ai jamais rencontrés m'écrivent. Ils me disent « Nous avons lu l'article, nous voulons aider, partager nos découvertes. » Je réponds avec prudence, car je ne sais pas lequel d'entre eux pourrait être un canular, une tentative de m'attirer dans la lumière. Mais je sens qu'il y a encore des gens courageux dans le monde, qui sont prêts à aller à l'encontre du système, même s'il semble tout-puissant. Et cela me donne de la force. Peut-être qu'un jour viendra où la vérité ne sera plus étouffée, où les gens comprendront que pour chaque symbole, pour chaque motif sur notre argent, dans notre publicité, dans nos logos, quelqu'un a du pouvoir sur nous. Et peut-être qu'alors nous trouverons le moyen de retrouver notre liberté.